le ministre l'a présenté négligemment. « Sire, c'est le représentant d'un peuple sauvage. » Taguieff a répondu en russe avec dignité. « Mon peuple n'est pas sauvage, il a une culture riche et séculaire. » Taguieff employait ses immenses moyens en œuvre de bienfaisance, investissant essentiellement dans l'éducation et la culture. Il a fondé une école de jardiniers et fleuristes. Il a aussi apporté un financement à la construction de la canalisation de Cholar. La sécheresse de 1892 et la mauvaise récolte qu'elle a provoquée multiplièrent par 10 les prix de l'orge et du blé. Une épidémie de choléra s'était déclarée. Les gens périssaient de famine et de maladies, mais les profiteurs vendaient le blé à très haut prix. Taguieff construisit 4 greniers en bois dont il distribua le contenu aux orphelins, aux malades et aux affamés. Personne de mœurs austères, il s'est néanmoins marié avec la fille du noble Arablinski, plus jeune que lui de 60 ans. Leur mariage fut heureux. En elle, Taguieff a trouvé non seulement une mère pleine de sollicitude pour ses 5 enfants, mais encore une compagne fidèle, l'aidant dans toutes ses activités de bienfaisance. La nationalisation soviétique a tourné à la tragédie pour cette famille. Peu après la mort de Taguieff, sa famille est restée sans moyens et a subi des poursuites et des persécutions. Dans les années 20 et 30, on voyait souvent, dans les rues de Bakou, une femme pauvrement habillée, les cheveux défaits, demandant l'aumône. C'était Sona Khanum, la femme personnifiant l'éclat et la grandeur de la vieille ville, une des premières dames de Bakou. En 1938, on a trouvé Madame Sona Taguieva morte dans la rue, serrant dans sa main un petit morceau de gâteau. Ce palais a été construit par Taguieff en hommage à sa femme. La maison possède 101 pièces, des salles ornées de riches lambris. Les portes sont faites en citronnier, les tentures en cuir naturel. Pour la fabrication du parquet, on a utilisé 6 espèces d'arbres. Pour décorer la salle orientale, 8 kg d'or ont été employés, dont 4 kg uniquement pour le plafond. Le lustre unique, les fenêtres à l'italienne en verre vénitien. Aujourd'hui, ce palais est devenu le musée d'histoire de l'Azerbaïdjan. Selon une croyance orientale, une personne qui construit une maison ne mourra jamais. Aga Moussa devait avoir très peur de la mort. C'est pourquoi il a construit à Bakou près de 70 bâtiments, une multitude de maisons luxueuses qui ornent la ville jusqu'à présent. En cela, aucun autre millionnaire ne peut se comparer à lui. Pourtant, dans le peuple, on lui avait solidement accolé le sobriquet l'avare. Aga Moussa Naguieff est né dans une famille très pauvre. Son père Nagui vendait du foin. Dans sa jeunesse, Aga Moussa a sillonné les rues de Bakou avec son sac palanquine dans le dos, travaillant comme porteur. Grâce à son don inné pour les affaires et grâce au pétrole, il a fait fortune et est devenu millionnaire. Dans cette maison de Naguieff demeurait sa femme musulmane avec ses enfants. Mais lui-même avait emménagé avec sa deuxième femme géorgienne dans un bâtiment de 2 étages. Évidemment, Aga Moussa n'avait pas lésiné sur les moyens. La coupole du toit et l'étendard flottant étaient visibles de tous côtés. Devant la maison se trouvait un petit terrain avec un jardin. La décoration intérieure du palais était empreinte de la même magnificence, avec des bas-reliefs riches, des lambris dorés aux murs et au plafond. Toutes les salles étaient couvertes de parquets de toutes les formes possibles et imaginables. Les miroirs étaient apportés d'Italie, les meubles de France. Naguieff adorait sa deuxième femme et tâchait de la contenter par tous les moyens. Un jour, les femmes des millionnaires s'étaient réunies pour un bal de bienfaisance. Chacune tâchait d'éclipser les autres par la richesse de ses habits. Les hommes avaient élu comme reine du bal Lisa, l'épouse au 7 de Murtuza Murtarov. Elle avait fait 2 apparitions ce soir-là, dans des toilettes et parures différentes. D'abord, une grande parure de diamants, puis un assortiment d'émeraudes en forme d'amande. Chaque parure pesait au moins 700 carats. Cependant, quand la femme de Aga Moussa est entrée dans la salle, tout le monde est tombé en extase. Elle était couverte d'émeraudes en forme de fleurs, d'oiseaux, de papillons. Sa belle chevelure de géorgienne était rehaussée par des diamants
et ses pieds étaient chaussés de petits souliers d'or. On a longtemps parlé de cette soirée à Bakou. Les riches ne conservaient pas leurs objets précieux chez eux. À cet effet, les banques de la ville étaient équipées de coffres-forts spéciaux. En même temps que l'original, on fabriquait des copies que les femmes portaient lors des noces ou des bals, tandis que les diamants ou les émeraudes se trouvaient dans les coffres-forts. Bien sûr, personne ne le savait. Mais toutes ces richesses ont été digérées dans l'estomac du prolétariat. Ces œuvres d'art inappréciables ont été troquées aux marchands iraniens contre de la farine, du blé, des pois, des raisins secs et d'autres produits pour nourrir le peuple et les chevaux. Un jour, dans une réunion de la Société musulmane de bienfaisance, Aga Moussa Naguiev est entré dans le foyer. Sona Khanum s'est précipité vers lui. Les jeunes filles ont épinglé sur la poitrine du millionnaire un ruban de soie. Il tira de sa poche 3 roubles qu'il jeta à contre-cœur sur le plateau. Sona Khanum lui sourit et lui dit « Aga Moussa, tout à l'heure ton fils Aga Ismaïl a jeté sur le plateau 100 roubles, mais toi ?» Aga Moussa l'a interrompu. « Madame, lui il est mon fils, le fils du millionnaire Naguiev, tandis que moi je suis le fils du pauvre paysan Nagui. » Quand on demandait à Aga Moussa comment vont tes affaires, il répondait de manière très vague « Comme les affaires de Nobel, le tuyau de cheminée est large et court, de sorte qu'il y a plus de fumée que de chaleur. » Naguiev observait le plus grand secret sur tout ce qui concernait ses affaires. Ce bâtiment élégant, ismaïlier, destiné à la Société musulmane de bienfaisance, a été construit par Naguiev en mémoire de son fils. Dans les fondations de ce bâtiment, on a caché un coffret en acier contenant une plaque d'or indiquant la date du commencement de la construction. Le bâtiment ismaïlier est dans le style gothique vénitien. Pour souligner l'appartenance du bâtiment à la Société musulmane de bienfaisance, on a gravé des sentences du 4e calife, Imam Hazret Ali, en lettres d'or sur les façades principales et latérales. L'homme domine par le travail. Musulmans, votre siècle meurt avec vous, préparez vos descendants pour le futur. Aspirez aux connaissances, même si cette voie est la plus longue. Malheureusement, on a restauré le bâtiment à l'époque soviétique avec toute la partialité qui va avec. Les sentences de l'imam ont donc disparu pour laisser la place à des étoiles d'or, les nouveaux symboles de l'époque soviétique. Ce palais a été construit dans l'esprit du gothique franco-italien. Visitant l'Europe en compagnie de sa jeune femme, Murtuza Murtarov a été charmé par l'architecture vénitienne. Sa femme Lisa, une aristocrate ossète, fille du général Touganov, ayant vu un beau palais à Venise, s'est exclamée « Quel bonheur ce serait de vivre dans un tel palais, Murtuza !» En Orient, un désir exprimé par la femme aimée ne reste jamais sans attention de la part de l'homme. Rentré dans son pays natal, Murtarov envoya l'architecte Plochko en Italie et lui ordonna de construire à Bakou la réplique exacte du palais. Pendant une année que dura la construction, Murtarov conserva le secret vis-à-vis de sa femme. Quand le palais fut prêt, Murtuza proposa à Lisa une promenade en phaéton. En passant devant le palais, Lisa s'exclama avec étonnement « Murtuza, nous avons vu un palais semblable à Venise, c'est très curieux, qui demeure là ?» Alors Murtarov lui a proposé d'aller prendre des renseignements. Comme ils s'approchaient du palais, leurs serviteurs ouvrirent grand les portes et Murtarov dit « Ma chérie, ce palais est à toi, tu en es la maîtresse. » Les événements de 1920 ont tourné en une terrible tragédie pour les Murtarov. N'ayant pas supporté la brutalité des gardes rouges, Murtuza Murtarov se suicida. Dans ce beau palais fut installé le quartier général de la 11e armée rouge. Lisa Khanum fut réduite à habiter dans le sous-sol de sa propre maison. S'étant mariée fictivement avec un diplomate turc afin de pouvoir émigrer, elle partit à Istanbul. En route, son compagnon s'empara par tromperie de ses derniers bijoux et disparut. Lisa Murtarova a vécu jusqu'en 1956 à Istanbul. Mais le palais construit par amour et au nom de l'amour représente aujourd'hui pour nous le symbole du bonheur et du mariage. Certains comparent le pétrole à une manne céleste qui peut enrichir miraculeusement les individus comme les peuples. Shamsi Assadoulayev est devenu un grand industriel du pétrole.
propriétaire de sa propre firme à l'âge de 50 ans, et il avait beaucoup d'expérience. Shamsi Assadoulayev vivait dans le pays du pétrole, où les gens, grâce à leur esprit d'initiative, leur énergie et leur volonté, se transformaient avec une rapidité inouïe de misérables en millionnaires. Ayant commencé dans la vie comme cocher de fiacre, il possédait en 1910 37 puits de pétrole. Shamsi Assadoulayev, qui n'avait reçu aucune formation, a financé le plus grand institut de Transcaucasie et a institué 2 bourses d'études portant son nom. La mer Caspienne et la Volga étaient sillonnées de navires appartenant à Assadoulayev. Dans le peuple, on l'avait surnommé la terreur des Nobel. Où que les frères Nobel ouvrent des bureaux, Shamsi Assadoulayev installait immédiatement à côté son propre bureau qui vendait le pétrole moins cher. Cet hôtel particulier des Assadoulayev est construit dans un style classique. De beaux supports soutiennent les balcons. La façade est surmontée par des coupoles et de beaux vases de pierre installés sur le toit du bâtiment. L'inauguration de l'opéra en 1911 a fait événement à Bakou. En 1910, une chanteuse célèbre vint en tournée à Bakou. Elle a frappé notre public par sa beauté et par sa voix enchanteresse. Un des frères des millionnaires Maïlov en a perdu le repos. Tâchant d'attirer son attention, il la couvrait d'or et de bijoux, organisait des bals et des dîners de gala en son honneur. Les frères Maïlov étaient des industriels connus. Ils possédaient des ateliers de production de caviar. Puisqu'en ce temps-là, à Bakou, il n'y avait pas d'opéra, la cantatrice invitée donnait ses concerts dans le cirque, dans le bâtiment de la bourse et dans le casino. À la fin de sa tournée, la chanteuse a été invitée à un déjeuner solennel où on lui a demandé si elle reviendrait encore à Bakou. Elle répondit en haussant coquettement les épaules. « Probablement jamais. »« Mais pourquoi, Khanum, quelqu'un vous a-t-il offensé ici ?» demanda Maïlov, désireux de se hausser au rang de chevalier servant. « Oh non, monsieur, simplement je ne suis pas habitué à me produire dans le cirque ni au casino. Et je ne peux pas comprendre pourquoi, dans cette ville riche et belle, où vivent des gens si généreux, il n'y a pas d'opéra. » Sans réfléchir, Maïlov fit une promesse. « Revenez dans notre ville dans 1 an, madame. Nous y aurons construit un bâtiment digne de votre art et vous l'inaugurerez. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Presque en 11 mois, grâce à des équipes qui travaillaient jour et nuit, ce bâtiment majestueux fut construit dans le style moderne par l'architecte Bayev. Comme matière de construction, on utilisait notamment des œufs. Pour cela, on a dû recueillir 500 000 œufs de poule dans tous les villages avoisinants. Le plafond du bâtiment était calfeutré de plusieurs couches de velours et d'une dernière couche de feutre qui créait une acoustique parfaite. Maïlov envoya un télégramme à la chanteuse pour lui annoncer l'achèvement de la construction. Elle vint à Bakou et prit part aux festivités. Après l'exécution du premier air, la chanteuse fut littéralement couverte d'une pluie d'or. Il y avait tant de fleurs qu'il était impossible de poser un seul pied sur la scène. Et à la fin de cette féerie d'or, Maïlov a présenté à sa bien-aimée une couronne d'assignats de valeurs différentes. L'opéra était entouré de maisons basses et la rue qui le desservait n'était pas encore dallée. Par temps de pluie, la boue qui environnait le bâtiment causait de grands inconvénients aux habitués du théâtre. Et pour ne pas se salir, on embauchait, moyennant salaire, des hambals, des porteurs, qui transportaient sur leurs épaules les personnes élégantes jusqu'à leur coupée. Et le lendemain, les porteurs se vantaient à qui mieux devant leurs amis des beautés appétissantes qu'ils avaient tenues dans leurs bras cette nuit-là. L'histoire de cette maison est liée au nom du célèbre entrepreneur et commerçant de Bakou, Hadji Mamet Kerim Ramazanov. Au rez-de-chaussée de la maison était installé l'électrothéâtre appartenant au maître. Au 3e étage de l'hôtel particulier habitait Hadji Ramazanov avec sa famille. Aimant extraordinairement la musique et la littérature, il organisait souvent dans ses appartements des medjlis, réunions musicales. Privé d'enfants pendant 12 ans, Ramazanov a fait le vœu dans la mosquée de Jouma de faire don à des lieux saints du poids en or de son enfant s'il lui en venait un.
Quand, en 1889, une fille est née chez les Ramazanov, il a ordonné de mettre la nouveau-née sur un des plateaux de la balance et de verser dans l'autre des pièces d'or. Comme il manquait quelques pièces pour réaliser l'équilibre, l'heureux père a retiré sa ceinture d'or et l'a jetée sur la balance. Puis il a enveloppé tout l'or en un honcha et l'a envoyé au Khorasan. Dans la mesure où, à cette époque, on aimait à utiliser les styles européens en matière de construction, on appliquait rarement les motifs décoratifs de l'architecture orientale. La maison de Ramazanov est une des rares qui soit construite en style national romantique.